Une anomalie froide a frappé l'Afrique de l'Ouest. Deux chiffres qui ne devraient jamais coexister ont bondi en parallèle, révélant une rupture silencieuse. En quelques mois à peine, des flux d'or auparavant invisibles ont réapparu dans les comptes nationaux, bouleversant les certitudes d'un secteur longtemps capturé par des intérêts extérieurs. Alors que les analystes tentaient d'expliquer l'impossible, une question s'est imposée. Que signifie vraiment ce retournement pour ceux qui, comme Ibrahim Traoré, ont misé sur la souveraineté économique? Et derrière cette bascule se dessine déjà une trajectoire qui interpelle tout le continent. Si cette histoire mérite d'être racontée, c'est parce qu'elle touche au cœur même de la souveraineté économique d'un État moderne. Derrière les chiffres qui s'emballent se joue une promesse simple: comprendre comment un pays peut transformer une ressource ancienne en un levier stratégique capable de réduire la vulnérabilité financière et de consolider une monnaie fragilisée. Pour les décideurs, l'enjeu est clair. Maîtriser la chaîne de valeur de l'or n'est pas seulement une question de revenus, mais une condition indispensable pour rompre avec des décennies de dépendance envers des acteurs étrangers. Pourtant, cette transition n'a rien d'évident. Les anciennes habitudes résistent, les réseaux informels luttent pour survivre, et les partenaires internationaux scrutent chaque mouvement avec prudence. Mais une faille apparaît dans le récit dominant. Si un modèle peut fonctionner dans un contexte, que se passerait-il s'il était appliqué ailleurs à grande échelle? Cette interrogation, discrète mais insistante, constitue la véritable porte d'entrée de cette enquête. Le premier signe tangible du bouleversement est apparu sous la forme d'un décalage froid. Un rapport financier a révélé un écart de 2,29 tonnes entre l'or officiellement exporté et celui enregistré par les partenaires commerciaux, exposant une perte systémique que peu imaginer à une telle échelle. Ce chiffre unique a suffi à fissurer des certitudes anciennes et à montrer que le problème n'était pas la rareté, mais la fuite. Derrière cette mise à nu se dessinait un constat précis. Pendant des années, une partie massive de la richesse métallique glissait hors du territoire sans laisser de traces fiscales, alimentant des réseaux de contrebande parfaitement rodés et largement tolérés. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut revenir au fonctionnement d'un secteur dominé par des sociétés multinationales qui contrôlaient non seulement l'extraction, mais aussi la transformation, la tarification et les routes de sortie. Ces entreprises, implantées depuis des décennies, structuraient les opérations de manière à optimiser légalement l'évitement fiscal, laissant aux pays hôtes une fraction infinitésimale des bénéfices générés. Les volumes officiels d'exportation, déjà sous-déclarés, étaient encore érodés par des circuits parallèles reliant les mines à de multiples points frontaliers avant de converger vers des hubs comme Dubaï, où l'or informel trouvait une porte d'entrée discrète mais lucrative. Dans cet environnement grippé, une question récurrente s'imposait: comment un pays aussi richement doté pouvait-il simultanément faire face à une dette croissante, un chômage tenace et une monnaie fragile? Jusqu'en 2025, la réponse tenait en un mot: silence. Un silence institutionnel, politique et administratif qui normalisait les pertes. Le changement de dynamique s'explique en partie par une observation venue de l'extérieur. Au Burkina Faso, la ligne directrice impulsée par Ibrahim Traoré, centralisation, transparence, refus des contrats asymétriques, avait montré qu'une rupture était été possible sans découverte minière nouvelle. Ce précédent a agi comme un angle d'analyse inédit pour les décideurs voisins. Si un pays pouvait stopper l'hémorragie par décision politique, alors les limites de la réforme n'étaient plus géologiques, mais volontaires. Pour saisir comment la transformation a réellement commencé à prendre forme, il faut suivre ceux qui ont vu le changement se manifester bien avant les annonces officiels, les acheteurs régionaux, les inspecteurs des districts miniers et les collecteurs communautaires qui observaient chaque mouvement de métal brut. Leur rôle, longtemps marginalisé, est devenu central au moment où les flux autrefois diffus ont commencé à converger vers des points de contrôle unifiés. Parmi eux, certains agents rapportaient un phénomène inédit. Les cargaisons qui disparaissaient habituellement aux abords des frontières ne quittaient plus leur trajectoire régulière. Les volumes remontés dans les registres correspondaient soudainement à ceux observés sur le terrain. Une cohérence statistique quasi inédite dans un secteur où les écarts étaient historiquement la norme. Dans les marchés locaux, les négociants artisanaux
constataient également que les prix d'achat se rapprochaient pour la première fois des valeurs réelles plutôt que de marges imposées par des intermédiaires étrangers. Cette évolution s'est doublée d'un effet immédiat, la confiance. Des mineurs habitués à travailler dans l'ombre, parfois en marge de tout cadre légal, ont commencé à réapparaître dans les circuits officiels, motivés par la perspective d'une rémunération plus stable et d'un accès facilité aux infrastructures de pesée, d'analyse et d'exportation. Les bureaux de district, autrefois calmes, se sont retrouvés à absorber des volumes qu'ils n'avaient jamais traités auparavant. Ce changement précoce, discret mais mesurable, a constitué la première preuve concrète qu'un système différent pouvait fonctionner. Il montrait qu'avant même les effets macroéconomiques, la transformation s'enracinait dans la vie quotidienne de ceux qui manipulaient l'or au plus près. Et cette réalité posait une question simple. Si la base pouvait changer, combien de temps faudrait-il pour que le sommet suive ? Avant, tout semblait immobile. Les volumes officiels d'exportation restaient étrangement constants. Les pertes récurrentes étaient tolérées comme une fatalité. Et les circuits de contrebande fonctionnaient avec une précision presque institutionnalisée. Après, en l'espace de quelques semaines, un engrenage entier s'est mis à basculer, révélant un changement si soudain qu'il a pris de court les acteurs locaux comme les observateurs internationaux. Le déclencheur réel n'a pas été une découverte géologique, mais une décision administrative ferme qui imposait un point de passage unique pour tout leur extrait, supprimant de fait les marges d'évasion que le système offrait depuis des années. La première secousse est venue au moment où les acheteurs étrangers ont été exclus des marchés locaux, une mesure qui a immédiatement asséché les réseaux parallèles. Ceux qui parcouraient librement les zones d'achat, offrant des prix arbitraires et profitant de l'absence de surveillance, ont vu leurs accès révoqués du jour au lendemain. La disparition de ces intermédiaires a agi comme une onde de choc. Les routes vers les frontières se sont vidées, les transporteurs informels ont cessé leur rotation et les flux clandestins se sont brutalement contractés. Les autorités ont alors observé un phénomène inédit. Les quantités d'or déclarées augmentaient au même rythme que les exportations légales, une synchronisation statistique rarissime dans ce secteur. Le point culminant s'est produit lorsque les premiers rapports consolidés ont été publiés. Ils montraient une multiplication par 4 des volumes exportés en un laps de temps exceptionnellement court. Dans les districts miniers, les files d'attente devant les bureaux d'achat nationaux s'allongeaient, signe que les mineurs, attirés par des tarifs plus justes, renonçaient progressivement aux circuits informels. Cette centralisation a aussi exposé, avec une clarté implacable, l'ampleur des pertes antérieures. Chaque kilogramme retrouvé dans les registres devenait une preuve vivante des failles laissées ouvertes pendant des décennies. C'est ici qu'entre en jeu l'influence indirecte d'Ibrahim Traoré. Son approche fondée sur la souveraineté et la maîtrise du cycle aurifère avait déjà prouvé au Burkina Faso qu'un État pouvait reprendre le contrôle d'un secteur historiquement dominé par des puissances extérieures. Lorsque les premiers résultats ghanéens ont commencé à ressembler étrangement aux tendances observées chez son voisin, la comparaison s'est imposée d'elle-même. La dynamique ne relevait pas d'un hasard géologique, mais d'une volonté politique structurée. Cette similarité a renforcé l'idée qu'un modèle cohérent était en train d'émerger. Un modèle où la maîtrise nationale des flux miniers produisait des effets rapides et mesurables. Les répercussions n'ont pas tardé à se propager au-delà des mines. La monnaie nationale, longtemps sous pression, a bénéficié d'un regain de stabilité grâce à l'augmentation des réserves en devises. Les banques centrales, soudain alimentées par des entrées régulières, ont pu desserrer les contraintes pesant sur leurs politiques internes. Dans les communautés minières, l'augmentation des revenus a créé une dynamique nouvelle. Des investissements locaux, la réouverture de services essentiels et une réduction notable de la dépendance envers les réseaux informels de crédit. Au niveau régional, le changement a déclenché une conversation silencieuse mais déterminante. Si un pays pouvait inverser la tendance en quelques mois, qu'en serait-il si d'autres suivaient ? Des observateurs de pays voisins ont commencé à analyser les séquences d'événements, étudiant comment la suppression des intermédiaires, la centralisation et la transparence pouvaient être reproduites ailleurs. Chaque étape validée renforçait l'idée que la transformation n'était pas un incident isolé,
mais une transition structurelle. Et au cœur de cette transition, une certitude s'imposait. Ce n'était pas l'or qui avait changé, mais le contrôle exercé sur lui. Au point de départ, les recettes issues de l'or semblaient condamnées à stagner autour de niveaux presque identiques d'une année à l'autre. Quelques variations mineures apparaissaient dans les rapports officiels, mais aucune progression structurelle ne parvenait à s'imposer. Puis, en l'espace de 4 mois, l'écart entre ce qui était attendu et ce qui a été réellement enregistré a produit un delta si spectaculaire qu'il a redéfini le cadre du possible. La première mesure solide provient des exportations cumulées de 2,7 milliards de dollars obtenues entre janvier et avril 2025, un montant qui dépassait déjà les revenus obtenus sur l'ensemble de l'année 2023. Cette rupture chiffrée devait être expliquée car elle ne correspondait ni à une variation de prix mondial, ni à une découverte géologique. La deuxième donnée clé concerne les volumes physiques. Entre début 2023 et le premier quadrimestre de 2025, les exportations sont passées d'environ 7500 kg à plus de 30 000 kg. Ce quadruplement n'aurait pas été concevable sans une réduction drastique des pertes dans les circuits parallèles. Les autorités ont confirmé que les quantités achetées aux producteurs correspondaient enfin, pour la première fois depuis des années, au volume envoyé sur les marchés internationaux, un alignement inédit dans un secteur historiquement marqué par des insuffisances de traçabilité. Cette corrélation entre extraction déclarée et exportation légale a permis de valider la thèse d'une récupération massive de flux perdus plutôt qu'une hausse soudaine de la production réelle. Le troisième indicateur provient du segment artisanal, longtemps considéré comme impossible à réguler. Entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025, les exportations issues de cette seule filière ont doublé en volume, passant d'environ 25 tonnes à 51,5 tonnes, accompagnées d'une hausse de 180% en valeur. Cet essor ne reflète pas une expansion anarchique, mais une transition progressive du marché informel vers un cadre structuré, où les prix offerts et les garanties de paiement ont attiré des milliers de petits producteurs. Les bureaux d'achat régionaux ont observé une augmentation constante du nombre d'acteurs déclarés, signe d'une normalisation qui paraissait inimaginable quelques mois plus tôt. Ces données, mises bout à bout, démontrent un mécanisme simple. Dès qu'un État verrouille les sorties, clarifie les règles, centralise les transactions et élimine les intermédiaires opaques, l'or cesse de s'évaporer. Les chiffres ont également révélé une dynamique horizontale. Les hausses observées dans les districts les plus actifs se reproduisaient dans des régions historiquement marginalisées, preuve que les gains n'étaient pas concentrés dans une poignée de zones privilégiées. Les chaînes locales de transport, de stockage et de pesée ont dû être réorganisées pour absorber les nouveaux volumes, entraînant à leur tour une amélioration de la précision des relevés et de la fiabilité des audits. Ces transformations quantitatives ont par ailleurs accéléré un phénomène macroéconomique, l'augmentation des réserves en devises, la stabilisation de la monnaie nationale et la création d'un espace budgétaire permettant de réduire la dépendance aux emprunts extérieurs. Dans les communautés minières, les données se traduisaient par une amélioration visible du revenu moyen, un accès élargi aux infrastructures locales et un retour progressif des travailleurs vers des circuits légaux plus rémunérateurs. Là où les rapports notaient autrefois un effritement continu, les nouvelles statistiques faisaient apparaître un système en train de se refermer sur ses failles structurelles. En somme, les chiffres racontent une histoire claire. Lorsque la fuite se referme, l'État récupère ce qui lui échappait depuis des années. Pas par miracle, mais par maîtrise. Deux arguments majeurs s'opposent lorsqu'il s'agit d'évaluer un modèle fondé sur la centralisation et la restriction des intermédiaires étrangers. Le premier, souvent avancé par les milieux financiers internationaux, affirme qu'un tel dispositif risque d'affaiblir l'attractivité du pays. Selon cette position, réduire l'accès des acteurs étrangers ou imposer un monopole d'État entraînerait une contraction des investissements directs, une hausse de la perception du risque et, à terme, une baisse de la compétitivité. Les partisans de cette vision soutiennent que le dynamisme du secteur minier dépend avant tout de la circulation du capital global et qu'un cadre trop strict pourrait isoler le pays des flux économiques essentiels. A l'inverse,
Un second courant de pensée défend l'idée qu'une ressource stratégique ne peut être pleinement rentable que si elle est maîtrisée localement. Pour ces analystes, la présence massive d'intermédiaires étrangers, la fragmentation des circuits d'achat et la faiblesse des mécanismes de traçabilité ne constituent pas un modèle viable. Selon eux, un secteur fondé sur l'opacité ne peut qu'engendrer une fuite continue des valeurs, même lorsque les multinationales assurent un apport en capitaux ou en technologie. Ils soutiennent qu'en limitant l'exode du métal et en imposant une transparence stricte, l'État crée les conditions d'un marché plus sain et d'un partage équitable des revenus. Lorsque l'on examine les résultats observés, la confrontation entre les deux thèses devient plus claire. Les chiffres enregistrés après l'application des nouvelles règles, 2,7 milliards de dollars en 4 mois, un quadruplement des volumes exportés, un doublement du segment artisanal montrent qu'aucune pénurie d'investissement, aucune crise de confiance, ni aucune contraction soudaine du secteur n'a eu lieu. Au contraire, l'arrivée de nouvelles entreprises locales, la montée en puissance des raffineries nationales et la normalisation des ventes artisanales démontrent un recentrage interne plutôt qu'un recul de l'activité. La critique de l'isolement économique ne résiste pas à cette dynamique. Les données indiquent que la formalisation et la centralisation n'ont pas expulsé la croissance, mais l'ont redirigée. Autrement dit, le secteur n'a pas été affaibli par la réduction des accès étrangers. Il a été assaini. Et c'est cette assise nouvelle qui permet de comprendre pourquoi, malgré les inquiétudes initiales, le modèle a produit une expansion mesurable plutôt qu'une contraction. Tout bascule ici. Le tournant apparaît lorsqu'un ensemble d'indicateurs autrefois dispersés commence soudain à raconter la même histoire. La centralisation n'est plus une expérience administrative, mais une mécanique opérationnelle qui transforme la structure du secteur. Les bureaux régionaux, désormais intégrés à une architecture unique, transmettent des données cohérentes, révélant un phénomène rare dans l'industrie aurifère, une correspondance quasi parfaite entre production déclarée et flux exporté. C'est dans ce moment de bascule que l'inspiration extérieure reprend toute son importance. Les décideurs analysent de près l'exemple venu du Burkina Faso, où la méthode portée par Ibrahim Traoré avait déjà démontré qu'un État pouvait reprendre la maîtrise totale d'une filière longtemps dominée par des intérêts extérieurs. La similarité entre les résultats observés dans les deux pays devient trop nette pour être ignorée. Les réseaux parallèles s'effacent, les volumes formels explosent, les revenus fiscaux suivent une courbe ascendante continue. Ce midpoint n'est pas seulement une confirmation, c'est la preuve que la dynamique n'est ni accidentelle ni temporaire. Il marque l'instant où les faits deviennent trop nombreux, trop alignés, trop solides pour que l'ancien récit, celui d'un secteur incontrôlable, puisse encore servir de justification. Les effets de la transformation ne se limitent plus aux registres ou aux rapports administratifs. Ils se matérialisent désormais dans la vie quotidienne, dans les décisions financières, dans les équilibres régionaux et même dans la manière dont les partenaires internationaux redéfinissent leur stratégie. Ce sont ces répercussions concrètes, visibles, mesurables, parfois inattendues, qui montrent l'ampleur du basculement. L'impact le plus direct se manifeste dans la structure économique du pays. Grâce à l'augmentation brutale des revenus aurifères, le budget national dispose d'une marge de manœuvre nouvelle. Les réserves en devises se renforcent, la monnaie locale cesse de s'éroder et les autorités peuvent enfin réduire leur dépendance aux emprunts extérieurs. Les dépenses essentielles, infrastructures, santé, programmes sociaux sont financés avec davantage de stabilité. Les ministères rapportent que les flux reconnus correspondent enfin au volume réel, une situation impensable quelques mois plus tôt. Le secteur public se retrouve ainsi moins vulnérable aux pressions financières internationales, un changement stratégique qui fait écho au modèle observé au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour les entrepreneurs locaux, la transformation agit comme un catalyseur. De nouvelles raffineries émergent, attirant des investissements locaux et renforçant l'écosystème industriel qui entoure l'or. Les petites et des moyennes entreprises, longtemps asphyxiées par la domination des intermédiaires étrangers, trouvent des opportunités inédites. Les coûts sont stabilisés, les règles rendues plus lisibles et les marges moins captées
par des acteurs externes. Le commerce légal devient suffisamment attractif pour supplanter les circuits informels. Cette professionnalisation progressive entraîne la montée en compétences de travailleurs locaux et l'essor de métiers annexes, logistique, analyse métallurgique, sécurité, transport certifié. Dans les zones minières, la différence est palpable. Les mineurs artisanaux, autrefois sous-payés et largement exclus des avantages du système, obtiennent désormais des rémunérations plus justes. Des centres d'achat officiels équipés d'outils de pesée et d'analyse permettent aux producteurs de vendre leur or sans subir la pression des réseaux illicites. La hausse des revenus se traduit par une amélioration des conditions de vie. Scolarisation accrue, accès élargi aux services de santé, réhabilitation d'infrastructures locales. Les communautés constatent également une baisse de l'exploitation par des intermédiaires abusifs, ainsi qu'une diminution de la violence et de l'instabilité que généraient les circuits clandestins. Au niveau régional, le changement agit comme un signal. Les gouvernements voisins observent avec une attention croissante les résultats obtenus. Si la maîtrise du secteur aurifère peut produire une telle accélération économique, pourquoi ne pas envisager une adaptation similaire ? Le débat traverse les institutions, les cercles diplomatiques et les organismes économiques. Certains pays commencent déjà à étudier des modèles d'autorité centrale inspirés des réussites combinées du Ghana et du Burkina Faso. L'existence d'un précédent crédible, incarné par les performances obtenues sous l'approche inaugurée par Ibrahim Traoré, offre un cadre d'analyse que les décideurs régionaux considèrent désormais comme opérationnel plutôt qu'idéologique. Ainsi, les conséquences débordent largement le périmètre minier. Elles redéfinissent la trajectoire économique d'une nation et posent les bases d'un changement continental. Au stade actuel, l'évolution du secteur aurifère ouvre 3 trajectoires distinctes pour les mois à venir. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir, mais éclairer les issues possibles si certaines conditions se maintiennent ou se transforment. Chaque voie dépend de variables simples. Le respect des nouvelles règles, la capacité institutionnelle à maintenir la pression sur les réseaux parallèles et la stabilité des marchés mondiaux. Si le cadre réglementaire reste cohérent et que les contrôles continuent d'être appliqués sans relâche, alors la progression observée devrait se stabiliser. Les revenus annuels conserveraient une croissance soutenue, les volumes exportés se maintiendraient autour des nouveaux seuils et les mineurs artisanaux consolideraient leur intégration au circuit formel. Dans cette configuration, l'État renforcerait sa capacité budgétaire et développerait progressivement l'écosystème industriel autour de la transformation locale, notamment grâce aux nouvelles installations de raffinage et aux outils de traçabilité avancés. Les institutions financières, rassurées par une évolution lisible, ajusteraient leurs prévisions à la hausse et réduiraient les niveaux de risque associés au secteur. Si les réformes sont non seulement maintenues mais étendues, par exemple via l'adoption rapide des systèmes de traçabilité complète et la généralisation de standards de pureté certifiés, alors les retombées pourraient dépasser les performances actuelles. Les volumes pourraient augmenter davantage, attirant des partenariats régionaux pour la transformation, la certification et l'exportation de lingots raffinés. Dans ce scénario, l'or deviendrait un moteur macroéconomique majeur, capable d'alimenter durablement la stabilité monétaire, de créer un excédent fiscal et d'ouvrir la voie à une diversification réelle. Transport logistique, chimie métallurgique, laboratoire d'analyse, services financiers spécialisés. Si cette dynamique se propage aux districts les plus isolés, alors les inégalités territoriales commenceraient à se réduire, créant un sentiment de confiance nationale inédit. Si les contrôles faiblissent, si la contrebande s'adapte plus vite que les institutions, ou si des pressions extérieures parviennent à fragmenter le système émergent, alors les gains pourraient s'éroder. Dans cette configuration, les réseaux informels reprendraient de la vigueur, les volumes déclarés diminueraient progressivement et les recettes budgétaires redeviendraient dépendantes d'un marché imprévisible. Les entreprises locales, encore fragiles, perdraient l'élan acquis, tandis que les mineurs artisanaux retourneraient vers les anciens circuits par nécessité économique. Si cette trajectoire se confirme, alors la transformation en cours serait perçue comme un épisode ponctuel plutôt qu'un tournant structurel. Ces 3 trajectoires ne relèvent pas du hasard.
Elles reposent toutes sur la capacité du système à maintenir la cohérence, la transparence et la rigueur administrative qui ont permis d'inverser la tendance. Les transformations du secteur aurifère ne sont pas uniquement des évolutions technocratiques, elles touchent directement trois groupes de personnes dont la vie quotidienne dépend, de près ou de loin, de la stabilité économique. Pour les travailleurs des zones minières, la transition vers un cadre formel signifie un revenu plus régulier, un meilleur accès aux infrastructures locales et la possibilité d'échapper à la pression des réseaux illégaux qui dominaient auparavant les transactions. Pour eux, chaque gramme vendu légalement devient une garantie supplémentaire de sécurité et de dignité. Pour les entrepreneurs et les petites entreprises, la stabilisation du marché ouvre un horizon différent. Les raffineries locales, les services de pesée certifiés, les sociétés de transport et les ateliers de maintenance trouvent un terrain plus favorable pour s'étendre. Le secteur, autrefois soumis aux fluctuations imposées par des acheteurs étrangers, devient une opportunité nationale. Les décisions d'investir, de former de nouveaux employés ou de moderniser les outils reposent désormais sur des prévisions plus fiables et moins vulnérables aux manipulations extérieures. Enfin, pour le public urbain, salariés, commerçants, étudiants, l'impact est plus subtil mais tout aussi essentiel. Une monnaie stabilisée, des réserves renforcées et des recettes publiques plus solides créent un climat économique plus prévisible. Les prix cessent de fluctuer brutalement, les dettes publiques diminuent et les services essentiels gagnent en continuité. Même ceux qui ne voient jamais une pépite d'or ressentent l'amélioration dans la manière dont l'État finance la santé, l'éducation ou les infrastructures. Pour ceux qui souhaitent accompagner ce mouvement, 2 gestes simples peuvent renforcer sa portée. Rester attentif aux évolutions réglementaires pour mieux comprendre comment les ressources nationales sont gérées et soutenir les initiatives locales qui valorisent la transparence, la formation et l'intégration économique. Chaque action individuelle, si modeste soit-elle, contribue à consolider un changement déjà en marche. Pour que la transformation engagée prenne une dimension durable, une feuille de route claire s'impose, structurée autour d'étapes concrètes et vérifiables. La première consiste à renforcer les mécanismes de traçabilité existants. Si chaque gramme d'or est enregistré dès son extraction, alors les marges d'évasion se réduisent automatiquement. Cette phase doit être conduite par les agences nationales de régulation, appuyées par des équipes techniques locales et mesurée par l'écart entre production déclarée et exportation certifiée. Une baisse continue de cet écart constitue l'indicateur le plus fiable de l'efficacité du dispositif. La deuxième étape repose sur la consolidation de l'écosystème industriel. En développant des capacités locales de raffinage et de certification, l'État peut capter une part plus importante de la valeur ajoutée. Ce chantier nécessite la coordination entre secteur privé national, institutions financières et autorités régionales. Sa réussite se mesure par l'augmentation progressive de l'or exporté sous forme raffinée plutôt que brute. À ce stade, l'exemple observé chez le voisin burkinabé, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, offre un repère concret. La maîtrise du cycle complet élargit mécaniquement les marges économiques. Troisièmement, la lutte contre les circuits informels doit être soutenue par un dispositif d'incitation. Si les mineurs artisanaux perçoivent des prix justes, un paiement rapide et des garanties de sécurité, alors le marché formel devient naturellement plus attractif. Le critère d'évaluation est simple. Le pourcentage de producteurs enregistrés et le volume qu'ils apportent au centre d'achat officiel. Enfin, une dernière étape concerne la gouvernance.